Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième webconférence de la pause Cardio by Seva. Bienvenue à tous, je me présente, Michael Cron, chef de gamme pour le laboratoire Seva en cardiologie. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de comment faire le choix d'un traitement lors de MVD chez un chien cardiaque. Alors pour ça, nous avons le plaisir d'avoir le docteur Isabelle Bublot qui vous fera la présentation d'ici 1 minute sur cette thématique-là. Donc Isabelle qui est consultante en cardiologie sur la région lyonnaise et durant tout le déroulé de son exposé sur le choix du traitement, vous avez la possibilité d'utiliser le chat qui se trouve sur la gauche. Donc comme ça, vous pourrez poser vos questions s'il y en a au cours de son intervention et Isabelle pourrait y répondre au fur et à mesure. Si jamais il y a des problèmes techniques, il y a une petite icône en bas à droite violette et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser celle-là et vous serez mis en contact directement avec Webikeo. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une bonne webconférence et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Merci beaucoup, à tout de suite. À toi Isabelle, merci. Voilà, eh bien, bonjour à tous, merci Michael pour l'introduction et merci à Seva de m'avoir demandé de faire cette présentation. Et donc comme Michael vient de vous le dire, nous allons parler donc du choix du traitement lors de maladies valvulaires dégénératives. Je pense que vous avez eu l'occasion de voir la présentation d'Éric Beaumassy sur la partie diagnostique donc de la maladie valvulaire dégénérative et cette présentation est donc la deuxième partie sur le traitement. Alors, j'ai un problème pour passer mes diapos. Voilà. Hop là. Donc, vous allez voir que je vais faire référence à cette classification, dite classification A, B, C, D de la GVIM. On va y revenir progressivement. Je pense qu'Éric vous l'a déjà présenté lors de sa présentation sur le diagnostic de cette maladie valvulaire dégénérative. Alors, cette classification a été établie en 2009. Elle a fait l'objet d'une publication et elle comporte une série de recommandations, de lignes de conduite pour le diagnostic et le traitement de cette maladie valvulaire dégénérative. Alors, on me dit qu'il faut monter le son. Moi, je le son au maximum, donc je ne peux plus le monter. Je vais essayer peut-être un micro et voir si ça va mieux avec le micro. Donc, je vais continuer en attendant. Donc, je vous disais, une publication en 2009 qui donnait une série de lignes de conduite données par une dizaine d'experts. Et ce consensus a été révisé depuis lors. Les résultats ont été présentés en 2017, mais n'ont pas été publiés à ce jour. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a pu obtenir de ce qui avait été présenté oralement lors du congrès AGVIM 2017. Ces recommandations thérapeutiques, elles sont basées sur un niveau de preuve quand elles existent. Vous savez qu'on aime bien à l'heure actuelle se baser sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Et le must, ce sont les études randomisées, contrôlées en double aveugle. Elles n'existent pas toujours, mais quand elles existent, ce sont les meilleures preuves d'efficacité, d'innocuité des molécules. Il faut savoir qu'en 2009, pour établir une recommandation, les membres du panel devaient tous être d'accord, donc les 10 membres du panel devaient donner leur accord pour une recommandation. En 2017, les règles ont été un petit peu modifiées puisqu'il suffisait d'avoir 7 membres du panel qui étaient d'accord pour une recommandation pour donner ces recommandations. Alors, on va revenir à cette classification, dite classification AGVIM, et reparler du stade A. Donc, le stade A est constitué par les animaux qui présentent une prédisposition génétique à développer cette maladie valvulaire dégénérative. Donc, ce sont des animaux qui, quand ils naissent, sont déjà en stade A, et bien évidemment, on retrouve le Cavalier-King charge et le Teckel. Si on s'intéresse aux études qui ont été publiées en stade A, eh bien, il n'y en a aucune. Donc, les experts en 2017 et 2009 ne recommandaient pas de traitement en stade A. Le stade B est constitué par les animaux qui sont ce qu'on appelle en stade préclinique, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais présenté encore de
d'épisodes d'insuffisance cardiaque congestive. Et dans ce stade B, on distingue deux sous-stades. Le stade B1, tout d'abord, qui est constitué par des animaux qui sont atteints par cette maladie valvulaire dégénérative, c'est-à-dire qu'on peut voir à l'échographie des modifications de la valve mitrale et une régurgitation mitrale éventuellement, qui est souvent de petite taille. On n'a pas toujours de souffle audible à ce stade. Et ce qui est caractéristique chez ces animaux, c'est qu'on n'a pas de remaniement cardiaque et donc pas de cardiomégalie sur les clichés radiographiques du thorax et pas d'augmentation du diamètre en diastole du ventricule gauche qui est mesuré en mode TM et à l'échographie, non plus que de dilatation atriale gauche, qui est mesurée par le ratio atrium gauche sur aorte, à nouveau à l'échographie. Si on s'intéresse aux études qui ont été réalisées sur des animaux en stade B1 exclusivement, eh bien, il n'y en a aucune non plus. Les experts se sont donc accordés, que ce soit en 2009 ou en 2017, pour ne pas recommander de traitement à ce stade. Le stade B2 est maintenant un stade pour lequel ces animaux sont bien sûr toujours atteints de maladies valvulaires dégénératives, mais qui vont présenter des remaniements cardiaques. Ces remaniements cardiaques vont se visualiser de deux manières. D'une part, on va voir des remaniements, une cardiomégalie à la radio, une dilatation atriale gauche qu'on peut observer. On peut également observer une augmentation du diamètre du ventricule gauche en diastole mesurée en mode TM par échocardiographie et une dilatation atriale gauche. Donc, si on s'intéresse aux études publiées sur les animaux en stade B2 concernant les IECA, on a deux études principales qui sont des études de haut niveau de preuve puisque ce sont des études randomisées et en double aveugle. La première que vous voyez sur votre écran en bas à gauche est appelée aussi l'étude SFEP. Celle de droite était appelée l'étude VET-Proof. Et donc, pour la première étude, l'étude SFEP, on voit si on observe cette courbe qui s'appelle une courbe de Kaplan-Meier, qui est utilisée pour évaluer certains critères, qu'on n'a pas de différence significative pour le délai d'apparition de l'insuffisance cardiaque congestive entre les animaux qui sont traités avec des IECA et ceux qui ne sont pas traités avec des IECA. Concernant l'étude VET-Proof pour le même critère, c'est-à-dire le délai avant apparition d'insuffisance cardiaque congestive, on n'a pas non plus de différence significative entre les groupes traités et le groupe non traité. Néanmoins, sur cette étude, pour des critères un petit peu différents, il y avait des résultats un petit peu plus nuancés. C'est probablement ces résultats nuancés qui avaient conduit à l'époque, en 2009, les membres du panel à recommander l'utilisation des IECA. On n'avait pas de consensus pour cette utilisation des IECA, mais elle était recommandée par la majorité des membres du panel. Si on avait une dilatation de l'atrium gauche nette, mais sans spécification sur le degré de dilatation atriale gauche, ou si on avait une augmentation marquée du diamètre de cette cavité lors de suivis successifs, à nouveau sans recommandation précise sur ce qu'était cette augmentation marquée. Il est probable que l'absence de preuves ultérieures, en tout cas à ce jour, sur l'efficacité des IECA en stade B2, a conduit à réviser les recommandations, puisque dans ces recommandations qui ont été présentées lors du congrès ALVIM 2017, les IECA ne font plus partie des molécules recommandées à ce stade. On avait 5 membres qui étaient en faveur de l'utilisation, mais 5 qui étaient contre. Et je vous rappelle donc qu'il fallait une majorité de 7 membres pour pouvoir établir une recommandation pour l'utilisation d'une molécule. Si on s'intéresse maintenant au pimobendan, lors du consensus 2009, on n'avait pas de recommandation d'utilisation de cette molécule. Depuis lors a été publiée l'étude dite étude EPIC, dont vous avez certainement entendu parler, donc qui incluait des chiens atteints de maladies valvulaires dégénératives en stade B2, mais avec des critères spécifiques radiographiques et échographiques.
Les critères radiographiques étaient un VHS supérieur à 10,5. Donc, je vous ai montré ici sur cette diapositive la manière de calculer donc, ce VHS. Et on reporte à partir donc, de la 4e côte la hauteur du cœur et la largeur pour calculer cet indice vertébral. Les autres critères étaient des critères échographiques et donc il fallait que les animaux présentent une dilatation atriale gauche, c'est-à-dire un ratio atrium gauche sur aorte mesuré en échographie supérieur ou égal à 1,6 et également une augmentation du diamètre du ventricule gauche en diastole qui était indexée. Il existe des tables pour convertir, avoir le diamètre indexé à partir de celui qu'on mesure. Il fallait que ce diamètre indexé soit supérieur ou égal à 1,7. Donc, chez ces animaux qui étaient inclus dans cette étude, on a montré qu'on avait une augmentation pour le délai d'apparition de l'insuffisance cardiaque congestive entre le groupe traité et le groupe qui était non traité, donc qui recevait un placebo. Vous voyez à nouveau cette courbe de Kaplan-Meier avec la courbe en verte représentée par les animaux traités au pimobandane et la courbe en bleu-violet représentant les animaux traités avec un placebo. Les modifications dues à cette étude ont conduit les experts à donc recommander l'utilisation de pimobandane, mais lorsqu'on avait les critères de l'étude EPIC. Je rappelle donc un VHS supérieur à 10,5 et les critères échographiques de dilatation atriale gauche et d'augmentation du ventricule gauche en diastole. Certains vétérinaires ont posé la question de savoir si on pouvait se baser uniquement sur la cardiomégalie observée à la radiographie du thorax. Ça a fait l'objet de nombreux débats parce qu'il y a pas mal de publications qui montrent que l'estimation de la cardiomégalie uniquement par radiographie est assez imprécise. D'une part, on a une variation raciale qui est importante, donc on devrait avoir un indice de Buchanan propre à chaque race, ce qui n'a jamais été publié dans toutes les races, même si on l'a par exemple pour le cavalier King Charles. Et d'autre part, on sait qu'on peut surestimer assez facilement la cardiomégalie par radiographie et ça a été montré également dans de nombreuses études. Alors ça a conduit tout de même certains des auteurs du consensus de 2017 à proposer les lignes directrices suivantes, c'est-à-dire que si on a un VHS qui est supérieur ou égal à 11,5, donc on prend des critères plus drastiques d'estimation de la cardiomégalie, ou si on a une augmentation de la taille de ce VHS de plus de 0,5 ou plus de 0,5 en 6 mois, on peut estimer qu'on est dans les critères de l'étude EPIC et qu'on a un intérêt à utiliser du pimobandane à ce stade. Concernant la spironolactone, on n'avait pas de recommandation en 2009. Alors depuis lors, mais ça n'a pas été pris en compte lors de la présentation du consensus en 2017. Il faut savoir que c'est une étude préliminaire sur un tout petit nombre d'animaux, mais cette étude a montré ce qu'on appelle le phénomène d'échappement à l'aldostérone. Donc, comme je vous l'ai dit, un tout petit nombre d'animaux, puisqu'on avait 9 chiens en stade B2 dans cette étude. Tous ces chiens recevaient un IECA et ce qui a été noté, c'est qu'on a ce phénomène d'échappement à l'aldostérone chez les chiens traités avec les IECA dans 30% des cas. C'est-à-dire que même si on met en place un traitement IECA chez ces chiens, on a tout de même une stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone qui probablement contribue à l'évolution de la maladie. Néanmoins, tous les animaux ne présentent pas ce phénomène d'échappement à l'aldostérone et on n'a pas de test actuellement à disposition pour pouvoir voir quels sont les animaux qui effectivement présentent ce phénomène et bénéficieraient éventuellement d'un traitement additionnel. Donc la spironolactone n'est toujours pas recommandée par les membres du panel, en tout cas dans ce qui a été présenté, de ce qu'on sait, de ce qui a été présenté au congrès ACVIM 2017, même si un des auteurs, l'auteur qui a travaillé sur le sujet, l'utilise quant à lui. Donc, si on récapitule les recommandations thérapeutiques
à ce stade B2 et les preuves formelles qu'on en a à l'heure actuelle, on a uniquement le pimobandane avec les critères de l'étude EPIC, et je le rappelle à nouveau, critères échographiques et radiographiques, ou si on n'a pas donc, à disposition d'échographie, un VHS supérieur ou égal à 11,5 ou une augmentation de ce VHS de au moins 0,5 points en 6 mois. Il faut bien être prudent lors de la réalisation du calcul de ce VHS et vraiment utiliser des recommandations précises parce qu'on peut surestimer la taille du cœur si on ne le mesure pas correctement. On en arrive maintenant au stade C. Le stade C est représenté par les animaux qui présentent leur premier épisode d'insuffisance cardiaque congestive, mais également ceux qui ont présenté des épisodes d'insuffisance cardiaque congestive et qui récidivent, ou ceux qui ont présenté un épisode d'insuffisance cardiaque congestive et qui sont stabilisés sous traitement. Alors j'ai une question. Les chiens sous pimobandane, quel est l'intérêt de la spironolactone au stade B2? C'est ce que je viens de dire. Actuellement, on n'a pas de preuve. Il y a ce phénomène probablement d'échappement à l'aldostérone qui existe, mais on a besoin de preuves supplémentaires. On ne sait pas, cette première étude préliminaire sur un tout petit nombre de cas a montré que 30% de ces animaux pouvaient présenter ce phénomène, mais on n'a aucun moyen de savoir lesquels présentent ce phénomène. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas d'études suffisamment probantes pour recommander de manière systématique l'utilisation de spironolactone au stade B2. Dites-moi si j'ai répondu à votre question et sinon, je continue. Et j'en reviens donc au stade C. Donc, comme je vous le disais, épisode d'insuffisance cardiaque congestive passé ou présent. Et on va s'intéresser tout d'abord à ce qu'on appelle le stade C2. On subdivise donc le stade C en 2 stades différents. C1, ce sont les animaux qui nécessitent une hospitalisation pour le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive. C2, ce sont les animaux qui sont sortis d'hospitalisation ou ceux qui ne nécessitent pas d'hospitalisation pour la mise en place du traitement. Donc, concernant ce stade C2, si on s'intéresse aux IECA, on sait depuis très longtemps que la mise en place d'IECA permet d'augmenter la durée de vie chez les chiens. Ça a été montré dans la première étude de 95 qui s'appelle l'étude COVE, en 98 dans l'étude LIVE et également dans la dernière qui s'appelle l'étude BENCH qui, elle, utilisait du bénazéprile contrairement aux 2 premières qui utilisaient de l'énalapril. Effectivement, si on regarde les résultats de l'étude COVE, on voit qu'on a une différence entre les animaux traités aux IECA et ceux qui ne sont pas traités. Et avec cette fameuse courbe de Kaplan-Meier de l'étude BENCH, on voit à nouveau également que les animaux traités avec des IECA, en plus des diurétiques bien sûr, survivent plus longtemps que ceux qui ne sont pas traités avec des IECA. Donc, la recommandation thérapeutique lors du consensus 2009 était d'utiliser des IECA et bien entendu, cette recommandation a subsisté lors de la présentation du consensus en 2017. Si on s'intéresse maintenant au pimobandane, on a l'étude dite étude QUEST, dont vous avez probablement également entendu parler, qui a été publiée en 2008, il me semble, en tout cas juste avant la publication du consensus de 2009. Et donc, cette étude QUEST comparait l'intérêt du pimobandane par rapport au bénazéprile, donc ça n'était pas un placebo, chez des animaux en insuffisance cardiaque congestive, traités par ailleurs, bien sûr, avec du furosémide. Et cette étude a montré donc, la supériorité du pimobandane par rapport au bénazéprile. Donc, j'insiste sur le fait qu'on n'a pas d'étude contre placebo ici. On a une étude contre bénazéprile. Enfin, en tout cas, groupe bénazéprile, groupe pimobandane. Donc, cette étude QUEST ayant été publiée avant le consensus 2009, le pimobandane figurait dans les recommandations du traitement en stade C2 et bien entendu, on retrouve cette recommandation en 2017. Alors, si on s'intéresse, et ça c'est un petit peu un clin d'œil, aux études en stade C2 sur les animaux recevant du furosémide, eh bien, il n'y en a pas.
Mais bien évidemment, il viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de ne pas traiter ces animaux avec du furosémide et ça serait contraire à l'éthique de mettre en place une étude. Donc, bien entendu, le furosémide faisait partie des recommandations en 2009 et continue à faire partie des recommandations de traitement dans le nouveau consensus. Si on s'intéresse maintenant à la spironolactone, en 2009, on n'avait aucune étude montrant l'efficacité de la spironolactone chez ces animaux en stade C2. Depuis lors, on a eu la publication de l'étude dite étude Bernet. Et cette étude comprenait des animaux qui étaient traités avec des IECA et un diurétique et éventuellement de la digoxine. On n'avait pas de pimobandane chez ces animaux. Et donc, on a montré une augmentation de la durée de survie dans le groupe de chiens traités avec de la spironolactone avec une différence significative. Différence C1, C2. Donc, C1, ce sont les animaux qui nécessitent une hospitalisation pour la prise en charge thérapeutique. Donc, l'œdème pulmonaire est tellement sévère qu'on ne peut pas se contenter simplement de prescrire des diurétiques et les laisser rentrer à la maison. Tandis que C2, ce sont les animaux soit qui sortent d'hospitalisation, soit ceux qui peuvent être traités hors hospitalisation. Je répondais à une question qui m'a été posée. Donc la spironolactone a donc montré une efficacité et dès lors, elle est apparue dans les recommandations qui ont été présentées en 2017. La spironolactone fait maintenant donc partie de la panoplie médicamenteuse recommandée à ce stade. Donc si on récapitule en stade C2, le traitement qui est recommandé, c'est ce qu'on appelle la quadrithérapie et elle est constituée d'un IECA, avec des doses probablement un petit peu plus élevées que ce qu'on recommandait autrefois, puisque ici, on parle de 0,5 mg kg jour de bénazéprile et 1 mg kg jour d'énalapril. Du furosémide à une dose qui va dépendre bien entendu de la sévérité de l'œdème pulmonaire chez le chien que vous avez en face de vous. On a des chiens qui sont stabilisés avec des petites doses de 2 mg par kilo et par jour en 2 prises et on a des animaux qui nécessitent des doses beaucoup plus élevées. Donc ça va dépendre bien entendu de chaque cas et c'est impossible de donner une règle générale. Le pimobandane à la dose recommandée par le laboratoire qui est en général comprise entre 0,25 et 0,3 mg par kilo 2 fois par jour. Donc oui, IECA 2 fois par jour, oui, c'est ce qui a l'air d'être recommandé. C'est vrai que moi, j'ai encore souvent tendance à le donner une seule fois par jour, mais en tout cas, quand on arrive à des doses plus élevées, je pense que c'est bien de le donner 2 fois par jour. Le thoracémide, on va en parler un petit peu plus tard, donc je vais aborder ce sujet-là un petit peu plus tard. Donc, on en revient à notre quadrithérapie et donc la dernière molécule qui a fait son entrée dans les recommandations donc en stade C2, c'est la spironolactone à 2 mg par kilo une fois par jour. Je vous rappelle qu'il faut l'administrer avec un corps gras pour qu'elle soit correctement absorbée. Alors, si on s'intéresse maintenant aux animaux en stade C1, vous voyez un exemple ici d'un œdème pulmonaire cardiogénique et d'un chien qui est très dyspnéique avec une dyspnée expiratoire marquée secondaire à cet œdème cardiogénique. Les recommandations j'ai un problème de son là. Les recommandations qui étaient celles du consensus de 2009 étaient l'administration d'oxygène, une sédation et éventuellement une abdominocentèse, thoracosynthèse si l'animal présentait une ascite ou un épanchement pleural et uniquement si ces liquides présentaient une gêne à la respiration. Alors, j'ai une question sur le pimobandane 1 heure avant le repas. C'est une question que j'ai posée, moi, il y a quelques années, notamment au moment où on a eu la présentation en comprimé, puisque moi, j'ai connu les premières prescriptions de Vetmédin où la présentation était des gélules.
Et en fait, il semble que dans les premières études, on avait remarqué qu'il valait mieux effectivement donner le pimobandan en dehors des repas, mais cette observation n'a pas été retrouvée ultérieurement. Donc, quand on demande au laboratoire actuel, il ne recommande plus spécifiquement de le donner en dehors des repas. Et moi, je fais donner ces médicaments-là, enfin le pimobandan, au moment des repas. La sédation, on va reparler tout de suite à l'instant. Donc, juste ces recommandations thérapeutiques en stade C1 sont restées les mêmes lors de la présentation du consensus 2017. Oxygénation, pourquoi une oxygénation? Eh bien, ce sont les animaux qui sont à la fois hypoxiques et hypoxémiques. Donc, l'oxygène leur permet de mieux couvrir les besoins en oxygène. Et donc, c'est important de pouvoir l'administrer, quelle que soit la méthode que vous avez. Hein. Si vous avez du flow-by, simplement le bout d'une sonde qui amène de l'oxygène, ça peut être suffisant. Il faut juste une personne qui tienne le tuyau. Mais bon, l'administration d'oxygène est importante. Pour ce qui concerne la sédation, pour répondre à votre question, donc on a différentes options. Le butorphanol est très certainement la molécule qui est la plus utilisée et la plus recommandée. Pourquoi? Parce que, en tout cas pour certaines présentations, elle peut même s'utiliser par voie intramusculaire ou sous-cutanée, ce qui est parfois facile quand on a des animaux qui sont très dyspnéiques, instables et sur lesquels on doit installer une voie veineuse qui représente un stress supplémentaire. Donc, une facilité d'utilisation et en plus c'est une molécule qui a une durée d'action qui est extrêmement courte et donc on peut recommencer à l'administrer toutes les 30 à 60 minutes jusqu'à ce que l'animal soit suffisamment calme. La sédation, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, le stress engendré par les difficultés respiratoires secondaires à l'œdème cardiogénique vont entraîner une augmentation des besoins en oxygène de l'organisme chez un animal qui est déjà hypoxique et hypoxémique. Donc, vous allez diminuer cette partie de stress, diminuer la demande en oxygène liée au stress et donc favoriser la respiration et la ventilation de l'animal. En ce qui concerne les autres recommandations, on avait en 2009 donc, les inhibiteurs, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, le furosémide et le pimobandan. Les IECA ayant disparu, donc des recommandations qui ont été présentées en 2017, puisqu'on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'arguments pour l'efficacité des inhibiteurs, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, lors de la phase très aiguë. Alors, on me pose une question sur le stress-nil. Je ne sais pas ce qu'est le stress-nil. Donc, si vous m'expliquez, je veux bien répondre, mais j'avoue que je n'en ai aucune idée. C'est quelque chose que je n'utilise pas. Et qu'est-ce qu'il y a VO, ça veut dire je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le stress-nil. Pardon, voix orale, oui, j'aurais pu deviner. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le stress-nil. Éventuellement, je peux regarder à la fin de la présentation. Alors, calmivette, oui. L'inconvénient du calmivette, c'est que c'est une molécule qui a une très longue durée d'action. Et dans ces cas-là, on préfère vraiment avoir des molécules qui ont une courte durée d'action. Ce qui est recommandé en général, en plus du butorphanol, sont plutôt des morphiniques, avec certains morphiniques qui ont justement une trop longue durée d'action, et c'est pour ça qu'on essaie de les éviter. Donc, vraiment, le butorphanol est la molécule de choix. Alors, quel neuroleptique? Je vous ennuie, hein. Mais éventuellement, on peut en discuter plus tard, ça. Azapérone, donc je ne connais pas du tout, durée d'action de zone. Ça n'a jamais été cité dans les molécules recommandées dans ce que j'ai pu lire, ça je suis certaine à 100%, et moi je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas du tout vous répondre. Mais éventuellement, je veux bien faire des recherches pour vous répondre plus précisément après la conférence. Donc, en résumé, hormis l'oxygénation, la sédation et éventuellement thoracosynthèse, abdominosynthèse, on utilise du furosémide et du pimobandan par voie orale si c'est possible. Et si ça n'est pas possible, on peut l'utiliser, vous savez, en une seule fois par voie injectable à 0,15 mg par kilo. Le furosémide s'utilise de deux manières différentes. Si je peux couper J'aurais voulu couper le son et je ne peux pas.
Il s'utilise donc de deux manières différentes, soit en bolus intraveineux ou éventuellement par voie intramusculaire ou sous-cutanée si on n'a pas de voie veineuse. Toujours le même problème, éviter de stresser les animaux. Donc j'ai une question sur la dose de furosémide en urgence et voilà la réponse. Donc soit en bolus, on administre un premier bolus à une dose comprise entre 2 et 4 mg par kilo, et puis on monitore la fréquence respiratoire. Si elle reste extrêmement élevée, au-dessus de 50 mouvements par minute, on peut réadministrer, même après 1 heure, un deuxième bolus, sachant qu'on ne doit pas aller au-delà de 6 à 8 mg par kilo sur 3 heures en dose cumulée. L'autre manière d'utiliser le furosémide maintenant est d'administrer un bolus initial, alors par voie veineuse si on peut, ou éventuellement une autre voie, à 0,7, comprise entre 0,7 et 1 mg par kilo. Et puis on va prendre un relais en perfusion intraveineuse continue à débit constant, ce que les anglo-saxons appellent la CRI, à une dose de 0,5 à 0,6 mg par kilo et par heure pendant 6 heures. Ça ne sert à rien d'aller d'administrer cela plus longtemps parce qu'il n'y a plus d'efficacité de cette perfusion intraveineuse continue au-delà des 6 heures. Ça a un intérêt, ça a été montré, étudié, et moi je l'ai utilisé à une époque où je travaillais à l'école vétérinaire de manière assez fréquente, et c'est vrai que c'est un outil assez intéressant et ça permet vraiment de résoudre les œdèmes de manière spectaculaire avec un rythme d'infusion du furosémide qui est beaucoup plus constant. Par contre, il faut absolument administrer un bolus initial parce que cette série met un certain temps à se mettre en place et donc on a un délai d'efficacité du furosémide qui est relativement tardif si on n'administre pas de bolus initial. Je pense que ça répond à votre question sur la dose de furosémide en urgence. Si vous voulez des détails supplémentaires, dites-le moi et j'essaierai d'y répondre. Alors, j'ai une autre question. S'il reste œdème au bout de 6 heures, pas d'intérêt de continuer la série? Non, probablement que ça ne sert à rien, qu'il faut augmenter les doses de diurétiques, administrer d'autres substances. Alors là, on arrive dans des domaines un petit peu plus spécifiques. Donc, si on a une unité de surveillance 24/24, c'est beaucoup plus facile. Il y a des produits, je n'en ai pas parlé ici parce qu'ils sont réservés à l'usage hospitalier, comme la dobutamine par exemple, et qu'on peut utiliser pour essayer de résorber les œdèmes, ou alors on va devoir jouer entre guillemets avec des vasodilatateurs artériels. On a l'hydralazine qu'on peut utiliser, mais qui est un vasodilatateur artériel extrêmement puissant. Donc, il faut vraiment être attentif à la surveillance de la pression artérielle, sinon on risque de faire chuter le débit de filtration glomérulaire et d'engendrer des lésions rénales. Et avec l'amlodipine, on a probablement un peu moins de chute de pression artérielle, mais il faut tout de même être très prudent. Dose de diluant de la série par heure à ne pas dépasser pour aggraver l'œdème, je dirais la plus petite dose de liquide possible en fait. Ce qu'il faut, c'est ne pas perfuser ces animaux et donc essayer d'avoir le calcul va se faire vraiment sur la plus petite dose de diluant possible. Trinitine en spray, c'est quelque chose, donc une autre question, trinitine en spray, c'est quelque chose qu'on utilisait autrefois par voie percutanée. C'était assez empirique puisqu'on n'avait aucune étude sur les doses à utiliser, même si on avait des recommandations. C'est vrai qu'elle a disparu en pommade, enfin en onguent. Maintenant, on n'a plus que le spray à disposition. On peut l'utiliser éventuellement en aigu. On a une inconnue totale sur le nombre d'administrations, la fréquence d'administration et sur l'absorption réelle de cette molécule par voie transmuqueuse, puisque on va le faire de cette manière-là. Ça peut être aussi stressant chez certains animaux. Alors, la trinitrine en patch, je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas si elle est facilement... et je ne connais pas la concentration. Et à nouveau, le souci, c'est qu'on n'a aucune recommandation de dose sur ces molécules. Il faut savoir que c'est des vasodilatateurs assez puissants et qu'on peut avoir des animaux qui sont assez mous après parce que c'est assez vasodilatateur. Mais pourquoi pas? Je vous avouerai que moi, je l'ai utilisé pendant quelques années
autour des années 2000. Et depuis l'arrivée de toute la panoplie, notamment du pimobandan, je n'ai jamais eu la nécessité de réutiliser ces molécules. Alors, homopin, c'est quoi ça le mopin? À nouveau quelque chose que je ne connais pas. J'essaye de... On peut me donner une précision parce que je ne vois pas ce que c'est. Je n'arrive pas à retrouver. Ah, pardon, c'est une faute de frappe. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que si on les vasodilate beaucoup, ils sont plus calmes. Oui, c'est vrai, c'est un argument, tout à fait. J'utilise plutôt le butorphanol, mais pourquoi pas. Non, je pense que ces vasodilatateurs c'est sûr que ce sont des outils pour résorber les œdèmes. Mais honnêtement, c'est vrai que maintenant, avec ce qu'on a à notre disposition, je n'ai plus eu le besoin d'utiliser ces autres molécules. Si on en a fini avec le stade C, mais vous pouvez toujours poser des questions, on va en arriver au stade D. Donc, pour rappel, le stade D est constitué par les animaux qui sont en insuffisance cardiaque congestive, mais qui présentent une insuffisance cardiaque congestive qui est réfractaire au traitement qui a été mis en place en stade C. Donc, on a 0 étude quasiment sur ce stade. Les recommandations qui ont été publiées en 2009 et on n'a pas du tout d'éléments sur celles qui ont été présentées en 2017, c'est que la prise en charge est relativement identique avec une augmentation des doses, notamment de furosémide. Et si on subdivise à nouveau en stade D1 et D2, donc D1, les animaux qui nécessitent une hospitalisation, D2, ceux qui sont traitables ou qu'on peut traiter donc hors hospitalisation, eh bien, on n'a pas de recommandation consensuelle. Certains, alors bien évidemment, oui, il faut augmenter les doses de furosémide, hein, ça c'est une option, les doses de diurétiques. Éventuellement ajouter un vasodilatateur artériel et l'amlodipine pourrait être intéressante dans ces cas-là avec des résultats assez probants et notamment chez des chiens qui font parfois des syncopes simplement parce qu'ils ont une pression intra-atriale gauche qui est extrêmement élevée. Je vais terminer juste ça et puis répondre. J'ai eu plusieurs questions. J'y reviens tout de suite. Je vous demande juste une seconde. Certains auteurs ajoutent une 3e dose de pimobandan, même si on n'a aucune preuve d'efficacité. On a l'impression que ça l'est. Et puis, on recommande éventuellement d'ajouter ou d'utiliser du thoracémide. Et là, je vais répondre à la question qui m'a été posée précédemment. Là, j'ai plusieurs questions. Poso du pimobandan en stade C1, c'est 0,25 à 0,3 mg par kilo 2 fois par jour. On me demande aussi à quoi correspond le diamètre du ventricule gauche en diastole supérieur à 1,7. Donc, on fait la mesure du diamètre du ventricule gauche en diastole en mode TM et on indexe ce chiffre au poids du corps à la puissance 0,294. Alors, c'est un petit peu compliqué de le faire. Moi, j'ai un tableur dans lequel j'ai rentré la formule et qui me permet de l'obtenir systématiquement. Mais autrement, il existe des tables de conversion que vous pouvez vous procurer qui permettent de traduire donc le diamètre que vous avez mesuré en centimètres, le traduire en diamètre indexé. Je pense que ça répond à votre question. L'amlodipine, non, elle n'existe pas par voie injectable. C'est pour ça que moi, je ne l'utilise pas en phase aiguë, en tout cas sur des animaux débilités. Donc, c'est uniquement Péros. Et quel poso pour l'amlodipine? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas vraiment de recommandations parce que pas vraiment d'études là-dessus. Je dirais entre 0,1 et 0,4 mg par kilo. Une fois par jour, on peut monter après et augmenter. Le problème, c'est qu'à nouveau, comme ce sont des vasodilatateurs, les animaux vont être très fatigués et la plupart des gens qui l'utilisent, en fait, disent on essaie de monter jusqu'à ce qu'on n'ait pas de signe d'hypotension trop prononcé. Donc, c'est la seule recommandation que je peux donner, c'est de commencer assez bas et d'augmenter progressivement. Une autre question sur la digoxine, on y reviendra. Moi, je ne l'utilise pas parce que la fréquence cardiaque est élevée, en tout cas pas sur une tachycardie sinusale. Pour moi,
quand on a une tachycardie sinusale, c'est une réponse de l'organisme à un débit cardiaque qui n'est pas correct. Et donc, ce que je vais toujours essayer de faire, c'est d'améliorer la fonction cardiaque. L'œdème va être aussi génératrice d'une stimulation sympathique et d'une augmentation de la fréquence cardiaque. Et donc, très souvent, l'augmentation de la fréquence cardiaque est liée à l'insuffisance cardiaque congestive ou au mauvais débit cardiaque. Donc, traiter la cause plutôt que traiter la conséquence. J'espère que ça répond à votre question. On en arrive donc au thoracémie, puisque quelqu'un a posé la question tout à l'heure. Alors, vous savez probablement qu'on a l'étude test qui a été publiée très récemment donc, sur le thoracémide et qui s'est intéressée à 2 critères différents. D'une part, de juger de la non-infériorité du thoracémide par rapport au furosémide. Et ça a été montré dans cette étude. Et le deuxième volet de l'étude a montré probablement une supériorité du thoracémide par rapport au furosémide en termes d'efficacité et de durée de survie. Donc, c'est certainement une molécule qui est intéressante. Le souci, je pense que c'est qu'on n'en connaît pas actuellement bien la pharmacocinétique. On ne connaît pas non plus exactement la dose qui doit être utilisée. Alors, dans l'étude test, on avait une dose unique administrée de manière journalière. Il est certain que chez certains animaux, ça ne suffit pas et on ne sait pas lesquels. Certains animaux ne tiennent pas avec une prise quotidienne de thoracémide. Alors, peut-être en début d'œdème pulmonaire, mais en tout cas, la recommandation de l'EGVIM en 2017, orale, ce qui a été présenté à l'EGVIM, était d'utiliser le thoracémide en stade D et non pas en stade C, donc pas dans les premiers stades d'insuffisance cardiaque congestive. Donc, fréquence d'administration, je pense qu'on a une inconnue sur certains animaux, notamment qui ont une cardiopathie avancée. Et la deuxième inconnue, c'est la dose, puisque le laboratoire recommence d'utiliser le thoracémide à 1/20 de la dose de furosémide. Les premières études américaines qui sont antérieures à la mise sur le marché du thoracémide en France recommandaient 1/10 de la dose de thoracémide. Donc, on voit qu'on est du simple au double. La vérité est probablement entre les deux. Elle est surtout dépendante d'un animal à l'autre. Donc, je pense que pour l'instant, il faut suivre les recommandations de l'AGVIM qui sont d'utiliser le thoracémide à 1/10 de la dose de furosémide. Et le plus souvent, c'est une molécule qui est rajoutée au furosémide. Tant qu'on n'en sait pas un petit peu plus, mais c'est probable qu'on en saura un peu plus dans les années à venir. Mais incontestablement, une très bonne molécule, mais qu'on a encore un petit peu du mal à manier. Dites-moi si je n'ai pas répondu à toutes les questions qu'il y avait. Alors, antiarythmique, bêta-bloquant, on va revenir là. Je vais vous parler des complications lors d'arythmie. En ce qui concerne les bêta-bloquants, ce qui est certain, c'est que lors d'insuffisance cardiaque congestive, lors des phases aiguës, ce sont des molécules qui sont contre-indiquées à ce moment-là, donc ne jamais les mettre en place quand on a un animal en insuffisance cardiaque congestive. Une fois que les signes sont contrôlés, les avis divergent. Une minorité de gens utilisent des bêta-bloquants et on a à l'heure actuelle aucune preuve d'efficacité. Il y a quelques études et aucune preuve d'efficacité des bêta-bloquants en plus du reste de la panoplie, donc de la quadrithérapie chez ces animaux. Je pense qu'il faut savoir qu'en stade D1 ou D2, la prise en charge est parfois très très délicate. On peut avoir des animaux qui en plus syncopent, on peut avoir beaucoup de mal à prendre en charge les signes d'insuffisance cardiaque congestive et il ne faut pas hésiter à faire appel à un ami si on a des difficultés avant de condamner les animaux. On a une étude toute récente là, qui est parue début 2018 et sur le pronostic des animaux en stade D. Alors les critères sont un petit peu différents de ceux de la classification AGVIM, mais on disait que les animaux vivaient très très peu de temps en stade D avant sur les peu de données qu'on avait. Et cette étude a l'air de montrer que certains animaux peuvent vivre 1 ou 2 ans quand la prise en charge thérapeutique est correcte. Donc ce sont des animaux qui sont difficiles à prendre en charge, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras trop vite non plus. Alors, on m'a reposé des questions. Bêta-bloquants, donc j'y ai répondu, on va revenir sur les autres antiarythmiques.
SID à BID en stade B2, ben oui, moi c'est en général, c'est ce que en stade D, pardon. C'est ce que je fais. Je démarre souvent plus haut qu'avant en stade C maintenant, mais effectivement, j'ai tendance à augmenter la dose lorsque j'ai une insuffisance cardiaque congestive. Ça, c'est une réponse. Alors, attendez, parce que j'ai du mal, les chats à retomber. D2 égale C2 plus ces 4 recommandations. Là, je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. Par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire 3e dose de pimobandane et tout ça. Non, ça c'est des idées. Donc, dans les experts, ça fait partie des choses qui sont utilisées par certains des experts du consensus ACVIM, mais on n'a aucun consensus proprement dit. Et donc, je pense que chacun fait un petit peu sa sauce et essaye de voir ce qui marche. Donc, je vous propose des solutions, mais il n'y a rien de publié et de prouvé. Les oméga 3. Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est recommandé parce que c'est recommandé chez l'homme. Mais honnêtement, quand on met le nez dans la littérature, on a beaucoup de mal à se faire une opinion parce qu'on n'a pas d'études cliniques. L'étude clinique, c'est une étude d'efficacité de molécules. On n'en a pas sur des animaux, des suffisamment grands groupes d'animaux qui présentent une maladie particulière. Ceci dit, on est tous d'accord pour recommander une restriction à minima modérée en sodium à partir du stade C. Et donc, ce qui est utilisé la plupart du temps, c'est une alimentation senior parce que la teneur en sodium est plus faible donc, dans les alimentations seniors. Mais souvent, on se contente de ça. J'espère que ça répond à votre question. Alors, chien stabilisé sous pimo et furosémide depuis 1 an doit passer en quadrithérapie. En théorie, oui. Si vous avez vraiment un stade C, c'est la quadrithérapie qui est recommandée et qui a montré le plus d'efficacité. Donc, je dirais oui. Utilisation des thiazidiques si échec du furosémide. Donc, ça, c'est aussi une question intéressante. Je disais, moi, j'ai essayé de les utiliser comme beaucoup de gens lorsqu'on avait du mal à contrôler l'œdème. Ça faisait partie du consensus 2009. Et je pense que les auteurs, comme tout le monde, comme moi, comme tous les gens que je connais, rencontraient les mêmes problèmes, c'est qu'on a des déséquilibres ioniques parfois extrêmement importants avec les thiazidiques. Donc il faut y aller très doucement, à des doses, d'abord augmenter les doses très progressivement si on les utilise, savoir les utiliser parfois à jour alterné, et vraiment vérifier le ionogramme parce qu'on a des hypokaliémies, hypochlorémies très sévères parfois avec ces thiazidiques. Je pense que personnellement, si j'avais des problèmes avec le furosémide, j'utiliserais du toracémide en plus ou à la place de certaines doses plutôt que d'utiliser des thiazidiques à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que ça vous répond à votre question sur les prises en charge. Et donc, je vais continuer en vous disant un mot sur la chirurgie parce qu'elle fait partie des recommandations de la publication qui va paraître bientôt, nous l'espérons. Juste un mot sur cette chirurgie, c'est ce qu'on appelle la valvuloplastie. Elle comprend 2 phases. D'une part, ce qu'on appelle l'annuloplastie, c'est-à-dire un resserrement de l'anneau mitral, puisqu'on a une dilatation progressive de l'anneau mitral avec l'évolution de la maladie, et d'autre part, la réparation de cordage. Il semble qu'à l'heure actuelle, dans le consensus 2017, la chirurgie va être recommandée en stade D, mais on sait que les 2 centres principaux où sont réalisées ces chirurgies à l'heure actuelle, les chirurgiens ont bien meilleurs résultats quand ils interviennent plus précocement, c'est-à-dire à minimum en stade C, voire en stade B2. Il reste que ça dépend donc de l'expertise du chirurgien et aussi des possibilités financières des propriétaires, puisque le coût de ces interventions est actuellement absolument prohibitif et que je pense que les coûts ne vont pas arrêter d'augmenter puisque pendant un temps, les chirurgiens la pratiquaient de manière non rentable, mais s'ils la réalisent de plus en plus souvent avec des succès qui semblent être assez étonnants,
le prix va probablement augmenter. Alors, quel centre coût? On en a un en France, autour de Paris, je pense que c'est 30 000 € l'intervention. Et l'autre centre, à ma connaissance, où ça se fait très régulièrement, c'est le Royal College, où le coût est moindre. Ils étaient à 14 000 livres début d'année et ils vont augmenter un petit peu parce qu'ils travaillent à perte pour le moment. Donc, vous voyez que c'est extrêmement onéreux. Je pense que ça répond à vos questions. Il semble qu'il y a un troisième. Alors, j'ai entendu parler de quelqu'un qui en Autriche pratiquerait cette chirurgie, mais bon, l'information est à vérifier. Je ne sais pas du tout. En plus, je n'ai pas de données sur les résultats de ce centre. Pour ajout de spironol, n'est-ce pas ennuyeux d'avoir des associations IEC à spironolactone amenant sur certains formats des doses importantes de spironol? Non, ce n'est pas gênant. On peut augmenter, tout à fait. C'est effectivement un problème auquel, quand on donne du Cardalis, eh bien, effectivement, quand on double la dose d'IECA, on va doubler la dose de spironolactone. On n'a pas d'efficacité, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a aucun problème qui a été rencontré. On a évoqué le risque d'hyperkaliémie aussi en associant les IECA et la spironolactone. Et même si on a plusieurs études qui montrent qu'on a une augmentation effectivement de la kaliémie, on n'a jamais d'hyperkaliémie clinique. Donc pas de risque a priori d'augmenter les doses et non plus d'augmenter les doses quand on a une molécule qui est associée. Je pense que ça répond à votre question. Je ne crois pas avoir raté de questions entre ces deux-là. Une autre type de chirurgie qui est à l'étude pour le moment, enfin, il y a eu quelques interventions, ça a été présenté dans des congrès. Si ça peut se développer, ça sera probablement beaucoup moins cher que la chirurgie. Alors peut-être que c'est une voie d'avenir aussi. C'est une prothèse en fait qui est placée par thoracotomie mini-invasive. Alors c'est à l'état expérimental pour le moment. Ça a été placé sur un certain nombre de chiens, mais avec des résultats assez intéressants. Donc vous voyez qu'il faut qu'on soit attentif à ce qui risque de se développer dans les années à venir. 2 mots sur les complications de cette maladie valvulaire dégénérative. On va reparler donc des contrôles des antiarythmiques. Je répondrai à votre question sur les contrôles biochimiques et ionogrammes parce qu'effectivement, c'est une bonne question. Donc, c'est important d'en parler. Je vais terminer avec ça. Donc, 2 types de complications qu'on peut rencontrer. La première, c'est la fibrillation atriale chez les animaux qui sont d'un plus grand gabarit. Donc, on a plus des chiens qui font 15 kg et plus, ou entre 10 et 15 kg. C'est beaucoup plus rare chez les animaux de petit gabarit. Donc, lors de la présentation à l'ACVIM en 2017, ils se sont intéressés à la prise en charge de la fibrillation atriale parce qu'on a maintenant une étude assez récente qui a montré que quand on ne contrôlait pas la fréquence cardiaque chez ces animaux en fibrillation atriale, on diminuait la survie. Donc, le contrôle adéquat de cette fréquence cardiaque paraît un des éléments extrêmement importants si on veut amener les animaux à vivre le plus longtemps possible. Les objectifs qui ont été, enfin les échos que j'ai eus de la présentation ACVIM 2017 seraient une fréquence cardiaque moyenne sur 24 heures de 120-125 battements par minute. Ça reste à nouveau à confirmer. Moi, j'attends avec impatience donc la publication de ce nouveau consensus. L'inconvénient, c'est que ça nécessite la réalisation d'un holter puisque c'est le seul moyen d'avoir une fréquence cardiaque moyenne. Parce que vous imaginez bien que les animaux qui viennent en consultation sont un petit peu stressés. Est-ce que vous allez voir sur votre ECG, pas mesurer à l'auscultation parce que compter la fréquence cardiaque à l'auscultation lors de fibrillation atriale est dangereux parce qu'on n'a jamais une fréquence cardiaque qui est exacte. Donc, il faut vraiment faire un ECG suffisamment long pour avoir une idée de la fréquence cardiaque, mais ça n'est jamais le reflet de la fréquence cardiaque sur 24 heures. Et le traitement de cette fibrillation atriale, le traitement idéal, c'est l'association diltiazem et digoxine. Donc diltiazem, libération prolongée parce que ça permet de ne donner que 2 prises par jour, donc pas les comprimés à 60 mg, mais les gélules, enfin les capsules à 90 et 120 mg, sachant que ces capsules ne sont pas sécables puisque le produit n'est pas réparti de manière uniforme. Donc il faut arriver à trouver une présentation qui corresponde au poids du chien. Ça pose un problème chez les tout petits chiens, chez lesquels on est obligé d'utiliser du 60 mg et de l'administrer 3 fois par jour.
et donc diltiazem associé à de la digoxine. Vous voyez, avec une petite dose de digoxine, et il est fortement conseillé de réaliser un dosage de digoxinémie une semaine plus tard, une semaine après la mise en place du traitement, puisque maintenant on recherche des digoxinémies beaucoup plus basses qu'autrefois. On aime avoir une digoxinémie comprise entre 0,7 et 1,2 nanogrammes par millilitre. Donc ça, c'est la première complication. Je reviens, je vous promets, tout de suite à vos questions après. Deuxième type de complication qu'on rencontre dans la maladie valvulaire dégénérative, c'est l'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire se mesure grâce à l'échographie et notamment grâce à la vitesse de l'insuffisance tricuspidienne pour ceux d'entre vous qui pratiquent l'échographie et qui font du Doppler. Et donc, les recommandations de 2017 sont de traiter cette hypertension pulmonaire quand elle est sévère, donc quand on a un gradient de pression qui est supérieur à 75-80 mm de mercure, et la molécule de choix est le sildenafil à une dose comprise entre 1 et 2 mg par kilo, 2 à 3 fois par jour. Voilà, je vais en revenir à vos questions. Alors, les contrôles biochimiques, ionogramme, donc je pense qu'effectivement c'est important. Contrôle de la fonction rénale, on a des animaux qui sont sous diurétique et qui sont également sous ZESAT. Désolée, il y a beaucoup de questions. Et éventuellement un ionogramme, surtout si vous avez des fortes doses de diurétique et des troubles de l'appétit et un animal qui est un petit peu abattu parce que ça peut être lié à une kaliémie. Fréquence, ça c'est très variable et ça dépend des doses. Au début du traitement et puis après à minima, je dirais tous les 3 mois. Alors, je ne sais plus où on en est. On n'a plus de temps pour répondre aux questions. On va dire 2 minutes encore. Je crois qu'il te reste une question. Attends. Je ne sais plus où j'en suis. Les mesures AGAO, les 2 vecteurs dans le max. Alors oui, il y a 2 méthodes, peu importe. Oui, la méthode de l'étude EPIC, c'est les 2 vecteurs dans le même axe. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais effectivement, ce n'est pas ce que je vous ai montré sur mes images, c'est dans le même axe. Et le seuil, non, c'est supérieur ou égal à 1,6 comme dans les critères EPIC. Attention, si vous avez des valeurs de référence, notamment données par Valérie Chetboul, elle mesure son atrium gauche à un temps différent. C'est pour ça qu'elle a un ratio AG sur AO différent de ce qui est recommandé par d'autres auteurs. Voilà, tu en as une sur la compression de la trachée bronche souche. Quel traitement pour... Quel traitement pour le contrôle de la tousse? Antitussif, une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus d'œdème, antitussif. Ok. Ou du sildenafil, comment faire? J'ai pas de solution pour le coup, malheureusement. Très bien. Désolée, vas-y, Mickaël. Merci en tout cas Isabelle. Je pense que tout était très clair et j'ai contrôlé tout le long. On a répondu à toutes les questions, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc encore un grand merci pour ces explications très claires. Merci à Webikeo pour leur accompagnement. Pour vous préciser que la webconférence va être disponible en replay dès cet après-midi, donc vous pourrez retrouver tout le contenu et les slides si jamais vous avez besoin de retrouver des informations par rapport à des dosages. Également, donc, la prochaine webconférence sera sur l'observance avec Isabelle Testo, donc ça sera le mardi 26. Et puis il y avait une question tout à l'heure aussi sur le stade B2, donc le stade asymptomatique et l'utilisation de la spironolactone. Juste pour dire que nous, on a une étude en cours. C'est l'étude d'Illet, voilà, qui a pour objectif d'évaluer l'efficacité du Cardalis sur le stade asymptomatique, dont on attend les résultats très prochainement. Donc voilà, et on espère revenir vers vous dans quelques mois avec de beaux résultats sur cette étude, en tout cas. Voilà, merci à tous aussi et merci à Webikeo et à Seva. Bonne journée. Isabelle, au revoir. Au revoir.